J'étais le seul noir de toute l'école. Et je me retrouve encerclé par trois mecs qui m'ont tabassé, qui m'ont mis nu dans la neige. Personne n'est intervenu. Je suis allé à l'hôpital. Le fait d'avoir subi ça, je me suis dit non, t'es pas venu là pour te faire tabasser et repartir comme là. Je me suis forgé un caractère avec tout ce que j'ai vécu là. Donc, c'est pour ça que je me faisais respecter sur le terrain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des légendes. Notre invité du jour a grandi à Basse-Terre en Guadeloupe, là où le football se vit avec passion, dans la rue, sur les plages, sous le soleil des Antilles. Avant-dernier d'une fratrie de 10 enfants, tous bercés par le sport, un frère footballeur, un autre handballeur, un troisième basketteur, il suit naturellement les traces de son papa, ancien joueur lui aussi. Mais pour ce dernier, l'objectif est clair, devenir professionnel, quitte à s'exiler sur le continent et ne pas revenir jusqu'à ce qu'un contrat soit signé. Direction les Ardennes, où il découvre une toute autre réalité. Loin de chez lui, il doit s'adapter au climat, au rythme exigeant des centres de formation, à la dure loi du football professionnel et à l'éloignement. Pendant près de 4 ans, il fait ce sacrifice ultime et ne voit pas ses parents, mais son talent ne passe pas inaperçu. Brillant en équipe de France scolaire au poste d'attaquant, il tape dans l'œil du FC Metz qui le recrute et ne le regrettera pas. Chez les Grenades, dans une Lorraine en proie à la crise, il remporte une Coupe de France puis écrit l'une des plus belles pages du foot français en Coupe d'Europe en éliminant le FC Barcelone chez lui au Camp Nou. Puis vient l'AS Monaco, il va laisser une empreinte indélébile. D'abord milieu défensif, il est repositionné latéral, un rôle dans lequel il s'impose rapidement. Rapide, infatigable, dur sur l'homme, les dreadlocks voltigeant entre chaque tacle avec une dégaine inimitable, il incarne l'engagement total et la résilience. Pendant près d'une décennie sur le rocher, il enchaîne les performances de haut vol et contribue activement à une des périodes dorées de l'ASM. Champion de France, double vainqueur de la Coupe de France, dont une avec Metz donc, il fait partie des joueurs les plus capés du club. Ses prestations remarquées lui ouvrent les portes de l'équipe de France, mais son franc-parler et son tempérament bouillant freinent sa carrière internationale. Il le reconnaîtra lui-même: si j'avais été plus sage, j'aurais eu une autre carrière internationale. On en parlera. Il comptera malgré tout 9 sélections sous le maillot bleu, joueur de devoir, aux tacles acérés, mentor à l'enthousiasme communicatif. Il formait une muraille redoutable aux côtés de Marcel Dib et Claude Puel qui emmèneront le club assémiste en finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. Ce guerrier aussi terrifiant sur le terrain, qu'onctueux en dehors, c'est Luc Sonor. Luc, bienvenue sur le podcast des légendes. Merci, merci, salut à tous. Merci Luc, merci de t'être joint à nous depuis Paris, je crois. Ouais. Alors Luc, comment est venue pour toi la passion du foot? Ben, la passion du foot m'est venue d'un de mes grands frères. Alors, il y avait déjà mon père qui avait joué au foot, même si je l'avais pas vu, mais qui était un passionné de football. Il l'a toujours été. Il était dans ma petite Guadeloupe, tranquillement à Saint-Claude. Et c'est un de mes frères, Philippe, qui, euh, qui jouait à la Gauloise de Basse-Terre et qui, pour moi, était certainement le meilleur de la famille. On était 7 garçons. Pour moi, c'était le meilleur joueur. La preuve, il a fait la section de la Guadeloupe. Il a joué à la Gauloise de Basse-Terre qui tournait très, très bien, qui est toujours mon club. Et ensuite, il est rentré en France. Il était au Stade Français en Ligue 2. Donc, en le voyant, je l'ai toujours suivi. Quand je terminais l'école le samedi, parce qu'on avait l'école le samedi à cette époque en Guadeloupe, je terminais l'école le samedi, je m'asseyais au bas de la maison, dans l'escalier, pour être sûr que mon père n'allait pas partir sans moi le voir jouer à Basse-Terre, quoi, de Saint-Claude pour aller à Basse-Terre. C'était très court, mais toujours je faisais ça. Et mon père, il remarquait. Et c'est comme ça que mon père, un jour, il m'a dit, mais tu veux jouer au foot, toi? Je dis oui, je vais faire comme Philippe. Je vais faire comme lui. J'ai démarré sur le petit stade de Saint-Claude à Primoil, club qui existe toujours. Sur un stade qui porte mon nom aujourd'hui, donc vous imaginez un peu ma fierté. Wow. C'est comme ça que c'est venu pour moi cette envie de jouer au football. Je jouais attaquant, je jouais à tous les postes d'attaquant parce que moi, à cette époque-là, je cherchais pas à savoir, donc je jouais attaquant. Hein, j'ai toujours voulu jouer attaquant. J'étais ailier parce que j'allais très très vite. Et
c'est un concours de circonstances qui font que je me suis retrouvé là à venir en métropole pour m'entrer dans un club pro. Alors raconte-nous, ouais, raconte-nous ce concours de circonstances. Ouais, parce que alors faut savoir que je suis de Saint-Claude. Moi, Saint-Claude, c'est ma toute petite commune que j'adore. D'ailleurs, quand je vais au pays, il y a que là que je veux rester parce que c'est là, il y a la fraîcheur, il y a tout, et je retrouve un petit peu toute mon enfance. Et c'est vraiment un drôle de truc. C'est un jour un monsieur qui s'appelle Monsieur Charlot, qui n'est plus de ce monde, paix en son âme, et il se balade comme ça à Saint-Claude. Assez curieusement, moi, j'habitais une ruelle, il y a plusieurs petites ruelles comme ça, et on jouait dans la rue devant les maisons. Et ce monsieur, je jouais pieds nus, et ce monsieur, il passe comme ça dans cette rue et il me voit, quoi. Et là, il dit, ah, ce gamin-là, il a quelque chose. Et peu de temps après, il vient voir mes parents et me voilà parti. J'avais un grand frère qui, heureusement, habitait aussi des Ardennes à Charleville-Mézières. Donc, du coup, les parents m'ont dit, bon, tu veux vraiment jouer au foot? Tu dis oui. Oui, oui, oui. Et je me retrouve dans l'avion et je me retrouve à prendre l'avion pour aller à Paris, quoi, avec ce monsieur, monsieur Charlot, qui pas le citer. Et tu as quel âge à ce moment-là? Ouais, j'ai 13 ans, quoi. Waouh, waouh. Ouais, j'ai 13 ans, j'ai 13 ans, une famille de 10 enfants, je suis l'avant-dernier, donc compliqué. Mais moi, dans ma tête, voilà, je veux jouer au foot. Et j'ai pas encore totalement intégré le fait que j'allais plus voir mes parents pendant un moment, que j'allais pas voir mes frères et sœurs. Donc, à ce moment-là, je vois que le ballon, quoi. Ouais. Mais sans jamais penser à être professionnel, puisque c'est pas un truc que je connaissais, moi. Moi, je voyais les gens jouer au foot, mais je savais pas qu'ils étaient payés, qu'ils avaient tout ça. Donc, c'était vraiment la passion qui faisait que je regardais le foot et que je jouais au foot, quoi. Est-ce que tu avais déjà été en métropole avant de partir? J'avais jamais pris l'avion. Ah, J'avais jamais pris l'avion. C'est quelque chose d'incroyable. J'avais jamais pris l'avion. J'étais content d'aller prendre l'avion également et de connaître la France. On ne disait pas la métropole, là, mais et bon, après, ça a été compliqué parce que quand tu es arrivé à Paris, on a dû prendre la voiture pour aller jusque dans les Ardennes, jusqu'à Sedan. Et là, ça a été terrible, quoi, parce que pendant le trajet, je sais pas pourquoi, je me réveille à un moment et je dis, mais je réalise que je suis plus chez moi, quoi. La température n'est pas la même, je peux pas passer un petit coup de fil à papa et maman parce qu'il n'y avait pas de portable à l'époque. Je peux pas appeler mes frères, mes sœurs, donc je réalise que, voilà, oh, qu'est-ce que je viens de faire, quoi? Je suis tout seul. Je suis tout seul, avec un inconnu, finalement. Parce bah oui, que, j'allais te le demander, comment tu le connais, monsieur Charlot? Est-ce qu'il est c'est un formateur? C'est pas un professionnel du football? non, non, pas du tout. C'était un, mais, c'est Charlot, il avait une boulangerie-pâtisserie, une des plus grandes à ce. C'est un passionné de football, en fait. Et lui, il repérait les petits jeunes comme ça pour le club de Sedan. Comme ça, je me suis retrouvé là. J'ai dit, mais à un moment donné, j'ai dit, mais c'est possible. Ce qui m'arrive là, j'ai envie de voir mon père et ma mère. Et je dis à Monsieur Charles, j'ai dit, Monsieur, s'il vous plaît, je vais retourner chez moi. Ah ça le premier jour, tu lui dis ça déjà? Waouh! Quand on a pris la voiture, mais on voulait. Et ça s'arrêtait jamais. Je dis, mais on va où là? Je vais voir la terre, la tour Eiffel, je Tour vais voir. Eiffel, ouais. Et je me retrouve à aller dans les Ardennes, à Sedan. Mais qui est une région quand même relativement froide, hein, pour ceux qui ont jamais été, dans les Ardennes, c'est quand même une région qui est froide, hein. Et c'est à quelle période de l'année là que tu y es? Fin août, c'était moi. Je suis OK, arrivé. d'accord, donc c'est encore l'été, donc il doit faire quoi, 10 degrés là-bas? Et il y a 1 heure de soleil, donc ça, c'est pas mal. C'était l'été, mais pas pour un entier, hein. Pascal Baillora nous avait raconté que quand il arrive à Auxerre, lui aussi, je crois que c'est au mois d'août, et il essayait d'allumer la cheminée. Ah, lui, il a fait encore pire. Lui, ça va, il avait la maison, lui. Moi, j'étais interne. J'étais interne. Quand tu pars, tu as aucune idée de comment tu vas être logé ou il t'a quand même expliqué, monsieur Charlot, comment ça allait se passer ou toi, tu pars vraiment comme un flibustier, là? Non, il a quand même dit à mes parents parce que la chance que j'avais, c'est que j'avais un frère qui habitait Charleville-Mézières. Donc, il a dit à mes parents que de toutes les façons, qu'il partait, que s'ils étaient d'accord, ils m'emmenaient, mais que je pouvais aller dormir chez mon frère. Donc, j'ai eu la chance, là, les premières années. La première année, puisque je suis pas resté très longtemps à ce domaine. Dès la première année, j'étais chez un de mes frères.
Et après, de temps en temps, j'étais logé dans la boulangerie-pâtisserie de Monsieur Charlot à Sedan, mais c'était cruel pour moi parce que j'avais froid, j'avais un besoin en style, j'ai des crampons en plastique, enfin, ça n'a pas été toujours très bien. Et j'ai eu surtout, ça a été terrible pour moi et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai eu un tempérament de feu après parce que moi, j'étais à l'école à Charleville-Mézières, à Rouget de Lille. Je me rappelle très bien ce collège. Et un jour, je me suis fait tabasser. Il neigeait énormément. Et je me suis fait tabasser par des racistes devant l'école. J'étais le seul noir de toute l'école. Waouh. Le seul noir de toute l'école. Et j'arrive tranquillement. Moi, j'étais content. Je vois la neige. Voilà, la neige, c'est beau et tout. Et je me retrouve encerclé par 3 mecs qui m'ont tabassé, qui m'ont mis nu dans la neige, vraiment nu, qui m'ont déshabillé. Ce qui m'a que personne n'est intervenu, quoi. Euh, J'ai, j'en ai pris plein la tête, j'en ai pris partout. Je suis allé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il y a mon grand frère qui vient et c'est passé. Je lui raconte ce qui s'est passé. Mais ce qui est le plus terrible, c'est pas les coups que tu prends, c'est pas le seul fait que le mec, les trois là, ils t'ont tapé, c'est des lâches, mais que personne autour ne soit intervenu, voilà, c'est ce qui m'a choqué. Et ça, c'est Figure-toi, devant l'école? ouais, devant l'école, à Charleville-Mézières. Et je pense que si ça m'arrive pas ça, peut-être que je rentre chez moi, quoi. Waouh. Donc, le fait d'avoir subi ça, je me suis dit, non, t'es pas venu là pour te faire tabasser et repartir comme un lâche, quoi. Donc, il voulait prévenir mes parents. J'ai dit, non, vous prévenez pas les parents, parce que si vous prévenez les parents, mon père, il va me faire rentrer et le football, c'est fini. Donc, on n'a rien dit. J'ai dit ça à mes parents quand j'ai signé professionnel à Metz. Et puis voilà, ça a été, j'ai eu un épisode très, très compliqué, très, très compliqué, mais qui sincèrement m'a aidé à être encore plus fort pour avancer. Souvent, on me pose la question d'ailleurs, mais toi, t'es mieux, toi, sur le terrain. Ça vient de là. Je pense que je me suis forgé un caractère avec tout ce que j'ai vécu là. Je me suis dit non, je suis pas venu ici prendre autant de coups et qu'on m'en donne encore, quoi. Donc, c'est pour ça que je me fais respecter sur le terrain. Bah, c'est sûr, quand il t'arrive un truc pareil, après, tu relativises, une petite entorse ou un carton jaune, ce genre de choses. C'est sûr que ça te tanne le cuir, Vraiment. ouais. Plus rien ne m'arrêtait après. Plus rien. Parce que chaque fois, c'était dans ma tête, ce truc-là, et ça me revenait à chaque fois, à chaque coup que je pouvais prendre, à chaque petit événement que je pouvais avoir dans ma vie. Mais j'ai eu de la chance. Sincèrement, j'ai eu de la chance de connaître un monsieur qui s'appelle Monsieur Charlot. Et puis par la suite, évidemment, Monsieur Carlo Molinari, immense monsieur, vraiment immense monsieur. C'est ce monsieur, j'aurai toujours le plus profond des respects pour lui parce que je me rappelle, il est venu me chercher à Sedan. Euh, Ce monsieur, il m'a dit des choses incroyables. Il m'a fait comprendre que je serais un de ses leaders, que je serais, voilà, quoi. Oui, il me prenait comme son enfant, quoi. Comme son enfant, parce que je vous cache pas qu'il a fait 1 an et demi à Sedan, j'étais pas sûr d'avoir vraiment le potentiel, d'avoir vraiment les qualités pour aller à Metz, en fait. Quand Metz vient me chercher, je suis surpris, tu vois. Bizarre, Ah, quoi. c'est vrai, tu es pas sûr de toi? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais pourquoi? Parce que j'avais fait, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en étant à Sedan, Monsieur Charlot, il m'a fait faire des essais dans 8 clubs. Waouh. Monaco, Lyon, Bordeaux, Sochaux, Strasbourg, Nancy. Il y avait Valenciennes, il y avait Lille. Mais au poste d'attaquant à chaque fois, c'est ça? Là, tu es encore attaquant? Ouais, au poste d'attaquant. Aucun des clubs n'a voulu de moi. De moment, j'ai dit, bon, ça va, j'ai compris. Personne ne veut de moi. Je vais me retrouver en Guadeloupe, quoi. Je vais retourner chez moi. Et je dis ça à Monsieur Charlot et je lui dis, mais Monsieur Charlot, ben, vous allez me remettre dans l'avion, hein, je vais retourner chez moi, parce que les clubs ne veulent pas de moi. Il me dit, non, 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 on va refaire, on va continuer. Et il me dit, la semaine prochaine, on va à Arès. Je dis, bon, d'accord. Ok. Mais c'est le dernier, je dis après, parce que moi, j'en ai marre. Ouais. Moi, je vais Tu rentrer chez moi. as quel âge à ce moment-là? Ah, j'ai 14 ans. Waouh, tu es encore tout jeune. Mais oui, non, non, pas 14 ans, oui, j'ai 14 ans. Après.
14 ans. Et donc, du coup, il me dit, on va aller à Metz. Il prend sa voiture à chaque fois, le monsieur. Chaque fois, il prend sa voiture et il m'emmène, il demande aucun frère, rien. Et on part, on va à Metz. J'arrive sur le terrain rouge derrière, là, je fais un match un quart d'heure. Un quart d'heure. C'est Marcel Husson, monsieur que je respecte énormément aussi, à qui je souhaite un très bon rétablissement. Hein. Et Marcel Husson, il me dit, bon, d'accord, tu joues quel poste? Je dis, ouais, moi, je suis devant. Je savais pas si j'étais ailier, je savais pas si j'étais avançant, je savais pas. Il dit, moi, je suis attaquant, c'est tout. Et il me dit, bon, je vais te mettre avançant. Et je vous jure, c'est la vérité. Premier ballon, premier centre, je fais un retourné et je marque. Il me dit toujours, hein, véridique, hein. Elle, il me dit, viens, petit, viens, monsieur Husson. J'arrive, il me dit, bon, tu peux rester à côté. Donc, toi, dans ta tête, tu te dis quoi? Tu te dis, ah, ça y est, j'ai encore pas pris. Quand tu me sors au bout de 10 minutes, ça veut dire, ça y est, quoi, je suis nul. Je viens de mettre un super but. Et son adjoint, il vient me voir, il me dit, non, non, ça veut dire que t'es pris. Je dis, quoi? Il dit, ouais, tu vas rentrer au centre de formation. Mon Dieu, c'était le plus beau jour de ma vie. Ouais, alors qu'est-ce qui te vient par la tête à ce moment-là? Raconte-nous un petit peu. Ouh. Ma rentrée en France, ce que j'ai vécu, les coups que j'ai pris dans la neige, le fait d'avoir quitté mes parents, le fait d'avoir quitté mes frères et sœurs, de ne plus avoir ce que j'avais tous les jours là, à sortir pieds nus, il n'y a rien de tel. C'est extraordinaire, ça, pieds nus à jouer sur le sol guadeloupéen. Moi, c'était ça mon bonheur. Et je me suis dit, ah, la lutte est en train de franchir un autre palier là et ouais, il va falloir être fort, tu vois. Mais je me dis pas tout de suite, ah, mais t'es professionnel, ça y est. Non, je me suis jamais mis dans la tête jusqu'à ce qu'on me fasse signer tout le truc, mais je me suis jamais, j'ai toujours eu peur en fait. À chaque fois qu'on me proposait quelque chose, je disais, mais non, c'est pas réel. Là, ça tombe, ils me proposent un contrat, mais demain, ils vont me jeter. Tu vois, j'avais pas totalement confiance en moi par rapport à, parce que je connaissais pas ça. Ouais, Nous, on avait appelé en Guadeloupe, mais on regardait quoi? On regardait un match comme ça quand c'était Marius Trésor qui jouait. Parce que c'était notre idole à cette époque-là. Mais pour le reste, moi, je connaissais rien de ça. Football professionnel, qui gagne sa vie et tout ça. Moi, quand le mec me dit, oui, on te prend, pour moi, je vais aller dans un centre, mais je veux pas toucher d'argent, par exemple. Et il y a une anecdote que j'ai oublié de raconter, c'est quand je pars de ce dans la messe, il y a quand même une transaction financière, aussi minime soit-elle, mais elle existait quand même. Et mon papa, il était là pour cette transaction, mais il connaissait pas grand-chose. Moi, je connaissais rien non plus. Mais lui, il connaissait pas. Et ils ont donné le chèque à Monsieur Charlot, le club de Metz. Et quand ils m'ont acheté, je ne sais même plus la somme. Et Monsieur Charlot, ce qui m'a marqué, c'est qu'il s'est retourné vers mon père. Il a dit à mon père, tenez, c'est à vous. Et mon père, il regarde, tout ému, le pauvre mon papa, c'est quelqu'un qui travaillait en psychiatrie. Infirmier psychiatrique, ma mère également, infirmière psychiatrique, mais ce sont des gens qui gagnaient modestement leur vie, mais on n'a jamais manqué de rien, ça a toujours été nickel chez moi, il n'y a jamais eu de soucis. Et tout d'un coup, il voit un chèque comme ça, qui correspondait peut-être à 8 000 euros, 9 000 euros, et il tombe des nues, il tombe des nues. Mais c'est pas à moi, ça. Il dit à Monsieur Charlot, c'est à vous. C'est vous qui l'avez fait rentrer. Et ça m'a marqué, ce truc-là. Ça m'a énormément marqué parce que je me suis dit, ben, c'est bien. Voilà des gens qui pensent pas forcément à l'argent, qui veulent vraiment mon bien, qui veulent vraiment m'aider pour y arriver. Et c'est encore une force de motivation. ouais, Il m'a donné, on va dire, oui, mais à son âge, dis donc, il avait plein de choses, oui. Oui, 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 parce que j'avais que ça à penser, en fait. Je, ouais. dans la Guadeloupe, pour moi, le truc que je voulais, c'était réussir et revenir au pays, quoi. C'était ça. Et quand je voyais toutes ces transactions, tout ce qui se passait, bon voilà, ça a été un départ difficile, mais je suis pas le seul, hein. Je sais qu'il y en a énormément hein, qui ont démarré difficilement et voilà, c'est comme ça. Ça va montrer aux jeunes aussi que ils n'arrivent pas comme ça, on claque pas des doigts et puis on est professionnel, quoi, hein, on arrive très vite et pour continuer sur Metz, je signe à Metz, mais je sens tout de suite une très bonne alchimie, quoi. Il y a un truc qui se passe avec Marcel Husson qui me prend chez lui parce que les joueurs
Moi j'étais au centre de formation et les joueurs, en fait, ils restaient au centre de formation, Châtelet-de-Pau, un petit peu en dehors de Metz. Ouais, c'est dans la forêt, hein, c'est un peu perdu, un peu dans un coin paumé, ouais. Mais eux, ils rentraient chez eux. Les joueurs, ils rentraient le week-end chez eux. Mais moi, j'avais pas de chez moi, moi. J'étais au centre de formation et je restais tout seul dans ce château. J'avais un petit peu peur la nuit. Et puis Ouais. pour l'anecdote, il y avait un téléphone. Vous savez, les téléphones comme ça, les Ouais, cadrans, là. ouais, ouais, ouais. Et en plus, moi, je restais tout seul dans ce truc. Et le téléphone, il mettait un cadenas. Je pouvais même pas téléphoner. À la Guiraud, ouais. Voilà. Et un jour, nous, on avait des personnes, monsieur et madame Caille, qui s'occupaient des centres de formation. Et un jour, il y a un copain à moi qui me dit, mais Lou, tu sais que tu peux téléphoner quand même? Je dis, mais non, il y a le cadenas. Je fasse comment? Je peux même pas appeler mes parents, je peux appeler personne. Il me dit, mais regarde. Et il m'a montré un système pour téléphoner. Par exemple, tu veux faire le chiffre 9, ben, il faut tourner vite 9 fois le cadran pour... et je Ah, le téléphonais. cadran lui-même. Ah oui. Ouais, ouais, je vois, genre plein de petits coups, ouais, excellent. Je téléphonais comme ça, j'appelais mes parents et je restais longtemps. J'appelais les copains et tout, je restais longtemps au téléphone jusqu'au jour où le président, ouais, il a commencé à râler parce qu'il a dit, mais c'est pas possible. Bah, Comment surtout ça que se fait qu'il y a... ça coûtait une fortune à l'époque, les Bah, appels longue surtout distance, ouais. qu'il devait pas y avoir 250 personnes qui appelaient la Guadeloupe et donc C'est La chance que j'avais, c'est que tu savais pas. À cette d'accord. époque-là, on savait pas si tu étais en Guadeloupe où on appelait. ah oui, d'accord, il y avait pas le la Bah, facture, surtout que Metz avait pas dû acheter le service France Télécom qui permettait de reconnaître les appels. Donc après, c'était plus dur pour eux de savoir je Ah, qui crois que avait ça appelé. s'appelait les PTT à l'époque. mais monsieur et madame Caille, quand ils partaient le week-end, ils croyaient qu'ils étaient tranquilles, ils me laissaient là. J'avais ma bouffe qui était là, j'étais tout seul là-dedans. Et ils se doutaient pas que je pouvais faire un truc pareil. Et quand le président est venu, il s'en est pris à eux. Et elle dit non, pas nous. Et le président, il dit, mais forcément, c'est vous. Ça peut pas être vous, hein, vous avez le cadenas, c'est vous qui avez la clé du cadenas. Et je jubilais. J'étais content, tiens. Et je l'ai même pas raconté aux autres joueurs parce que j'ai dit, ils vont parler. Ouais, ils vont parler, ça va savoir. Ouais. Et oui, c'était mon seul moyen de rester là-dedans. J'étais tout seul, hein. Samedi, dimanche, fallait y aller quand même, hein. Ouais. Donc voilà, ça me permettait au moins de digérer le fait d'être tout seul dans un chalet comme ça, quoi. Et alors, j'avais lu quelque part que ton papa t'avait dit: «Tu rentres pas tant que tu as pas un contrat». Donc effectivement, tu l'as pas vu jusqu'à ce que tu signes, Voilà, tant que ouais. je signerai professionnel, je rentrerai pas. Il allait faire revenir en Guadeloupe. Et Dieu merci, je signais pro à 17 ans. 16 Ouais, ans et donc demi, c'est-à-dire donc pendant quoi? 3 4 ans, tu es pas rentré chez toi quoi, au final? rentré chez moi. Ouais, je devenais fou, je devenais fou. Et il a bien fait, mon cher papa. Il a bien fait. Il a bien fait parce que c'était une manière de me motiver encore. C'était une manière de me dire, écoute, on a fait le sacrifice, t'as fait le sacrifice, t'es parti, tu as voulu rentrer. Maintenant, il faut que tu réussisses. Dehors de question que tu reviennes sans. Ça, c'est une mentalité que j'ai appréciée énormément de mon père. Mon père a toujours été omniprésent, même si c'était quelqu'un de tranquille dans son coin, assez discret, mais il a toujours été omniprésent dans ma carrière. Omniprésent. Je lui demandais tout, tout. Avec mon frère Philippe, là aussi, qui m'aidait, qui venait me voir jouer, qui me calmait. Non, non, ça aussi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, c'est que ma famille soit concernée par ça et soit intégrée, soit imprégnée de ça aussi, quoi. Donc, je voulais que tout le monde soit concerné, en fait. Et quand tu te retournes sur ton parcours, qui est quand même assez hardcore, hein, on a eu une soixantaine d'invités sur le podcast et j'avoue que tes débuts, c'est de très loin, je sais pas Guillaume si tu es d'accord, mais c'est de très loin les plus violents, on va dire, hein. C'est quand même, tu pars très tôt, tu es dans des conditions difficiles, tu as cette histoire de Bruno racisme en Belone, plus. c'était assez dur, hein. Je trouvais que Bruno Belone, c'était dur aussi. Ouais, Bruno Bellone aussi se fritait pas mal, au centre de formation, mais Ouais. là, tu as le côté en plus du racisme qui est, Ouais, le racisme qui rajoute une couche, mais raciste et puis tu es quand même loin de tes parents, donc moi personnellement, je trouve que ça rajoute encore une couche. Je pleurais tous les jours. Ah mmh. waouh! Pendant Tous combien les de temps? jours. C'était horrible, hein. Mais longtemps, hein. Waouh! Tous les jours, je pleurais, mais ma famille, mes parents me manquaient énormément.
énormément. Mais j'ai jamais, par contre, il m'est jamais venu à l'idée de dire: «Ah, j'arrête, je rentre». Non, non, non. Non, non, par contre, jamais. Je n'ai jamais fait ça parce que je voulais que mes parents, quand j'ai signé professionnel, en fait, c'est à partir de là que j'ai réalisé que oui, on pouvait gagner de l'argent et tout. Et j'avais qu'une idée en tête, c'était aider mes parents, en fait. Parce que quand vous avez des parents qui élèvent 10 enfants, de la manière où ils nous ont élevés, de manière remarquable, travaillaient jour et nuit, pour nous aider, pour qu'on soit présents. Et mon objectif après, c'était ça, c'était de faire vivre à ma famille tout le bonheur que je ressentais moi aussi. Et surtout ça, qui était important pour moi, plus que le fait que je gagne ma vie, que je gagne de l'argent, que je sois professionnel. Ça oui, je savais que de toutes les manières, j'allais le faire, mais l'important, c'était que mes parents puissent être tranquilles et voilà quoi, qu'ils arrivent à vivre ça bien comme Tu il prenais faut et vraiment que sur toi tu prenais vraiment sur toi justement pour pas les informer de toute cette détresse, en fait. Tu prenais vraiment personne était ouais, est-ce qu'il y avait quelqu'un avec qui tu te confiais de cette détresse ou tu étais vraiment tout seul? personne, Personne? personne. C'est moi, hein, je voulais rien dire. C'est brutal. Non, mais c'est pas ça, c'est que tu te dis, ouais, ça va, je suis arrivé, j'ai quitté la Guadeloupe déjà, c'était pas évident. Quitter Guadeloupe, pas facile. J'adore moi, la Guadeloupe. C'était pas facile. Je me dis, t'as fait tout ça, tu es arrivé, t'es fait tabasser, t'as fait une semaine d'hôpital parce que tu as été victime de racisme. Ben, pourquoi? Aller pleurer après aux parents, aller pleurer à tes frères et sœurs et dire, ouais, mais eux, ils vont me dire quoi? Ils vont me dire, bon, d'accord, ok, tu as vécu tout ça, mais voilà, tu es professionnel. C'est ça l'essentiel. Donc, je me suis dit, plutôt que d'entendre ça, autant que je le vive moi-même à ma manière à moi et que je les mette pas dans cette confidence, ce qui allait les inquiéter encore plus. Non seulement ça allait les inquiéter, mais en plus, il est fort possible que mes parents m'ont dit, tu rentres tout de suite à la maison. Donc, c'est tout ça qui m'a aidé. C'est tout ça qui m'a permis d'avoir une réflexion rapide, quoi, pour ne pas, sombrer, tout simplement. Et Dieu sait si je pleurais énormément. Et, très, très triste. Comme dit, Michel, il y a eu d'autres, joueurs qui ont eu aussi des moments difficiles dans les centres de formation. Toi, effectivement, c'est un des plus extrêmes. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es retrouvé à Paris ou tu es parti à Paris en disant: «Ah, peut-être que je rentre chez moi ou pas»? Ça c'est arrivé à d'autres joueurs, hein, qui se retrouvent, de temps en temps en train de partir et au dernier moment, ils reviennent, chez eux toi non? Tu es tout le temps resté, à Charleville et Metz? Ouais, ouais, non, non, j'ai jamais, non, 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 je sais pas, l'histoire de Paris, tout ça. Non, non, jamais. Non, non, moi, je suis toujours resté dans les Ardennes, je continue à me battre. Vous savez quoi, j'allais à l'entraînement au tout début à Sedan. Je faisais du stop pour aller jouer. Je faisais du stop. Parce que j'avais un père qui était là, il travaillait tard et il n'avait pas le temps, il pouvait pas s'occuper de moi. Donc, je faisais du stop pour aller jouer. Je, Waouh, je, n'os- je n'osais c'est pas dire, c'est hardcore. je n'osais pas leur dire parce que j'avais honte de dire que oui, moi, j'ai pas de moyens pour me déplacer, pour venir jouer et tout ça. Donc, je disais rien et je faisais du stop. Jusqu'au jour où j'ai été, malheureusement, ils m'ont chopé. On m'a amené, on jouait dans un club qui s'appelle au Villers-les-Forges. Et arrivé là-bas, ils m'ont vu descendre d'une voiture. Donc, un des dirigeants est venu, il m'a dit, mais Luc, je croyais que c'est ton frère qui t'emmenait à chaque fois. Ah, non, non, exceptionnellement, c'est un copain qui m'a amené, tout ça. Et à part que le mec, celle-là, il est pas mal aussi. Il m'a déposé, mais je savais pas qu'il allait demander des ronds. Ah ouais? Voilà, donc il m'a stop, soi-disant. Et arrivé au stade, il a dit, bon, maintenant, on va voir ton dirigeant et dis-lui qu'il me doit tant. Ah oui, sympa. Mais vite. Et ils m'ont dit, Luc, et c'est quoi ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis pas? Monsieur, je voulais pas vous déranger, tu vois, j'arrive, hein, je suis un jeune là qui est en Guadeloupe et c'était des petits moments comme ça. Ah, c'est Des Oliver fois, Twist, hein, c'est vraiment, c'est digne d'un non, mais, roman quand même, tout ça. ouais, 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 ouais. Quand tu regardes en arrière et que tu vois quand même ces conditions assez, romanesques, est-ce que tu imaginerais maintenant, ton fils te dit, voilà, j'ai envie de faire carrière dans le foot. Tu t'imagines l'envoyer comme ça et toi tu es en Guadeloupe, tu l'imagines l'envoyer à 13 ans en métropole et faire tout ce que toi tu as fait? Non, non, j'aurais pas. Non, non, je l'aurais pas laissé. Franchement, je l'aurais pas laissé.
Ayant vécu ce que j'ai vécu, non. Sincèrement, alors quelquefois on en parle hein, avec lui. Il me dit, papa, mais moi aussi, je suis fort, j'aurais pu vivre ça comme toi et tout. Ouais, d'accord. Et c'est d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est plus la même chose. Maintenant, il y a les réseaux, il y a les téléphones, il y a tout ça. C'est compliqué. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, il est parti à Monaco à un moment, mon fils. Il y était là-bas. Ça fait tous les jours parce que, voilà, c'est mon fils, quoi. C'est pas toujours évident et c'est vrai, c'est bien de me poser cette question parce que le seul fait que moi je l'ai vécu, on s'imagine toujours le pire pour le sien, pour ses enfants. Exactement. On veut que les enfants aient une meilleure vie entre guillemets, que la nôtre, donc on n'admet pas pour alors que tu dis toi-même que c'est ce qui t'a forgé et à la limite qui t'a permis d'être qui tu es, donc c'est intéressant de voir, Mais à cette époque-là, je sais pas si aujourd'hui, j'aurais le même raisonnement. À cette époque où j'étais là-bas, bon, je te dis, hein, j'étais le seul black du truc. Bon, j'étais toujours épié. Je me posais toujours des questions hein, par rapport à ça. Alors beaucoup m'ont dit aussi, ils m'ont dit ah ouais, mais suite à ça, je suppose que tu as dû devenir raciste aussi, que tu as voulu te venger. J'ai dit non, 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 absolument pas, absolument pas. Au contraire. C'est con ce que je veux dire, mais presque aujourd'hui, je remercie l'autre con qui m'a tapé là. Parce que je pense qu'il m'a ouvert les yeux, quoi. Il m'a permis d'avancer. Et je me suis dit, ben, s'il faut passer par là pour y aller, ben, nous aussi. J'ai pris mes coups. Bon, on coupera ça, Luc, au montage pour éviter qu'après, il y a des gens qui justifient, les actes racistes en disant: «Mais non, mais on a suivi le conseil de Luc Sonor, hein, c'est pour aider, les footballeurs noirs qu'on les tabasse». T'as raison. Coupe-le, ouais, t'as raison. non, 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 on va le garder, mais donc tu as cet épisode, horrible où tu te fais tabasser. Il y a d'autres exemples, où le racisme, latent ou un peu plus évident, t'a un petit peu, heurté de plein fouet comme ça? Jamais, c'était tout? Sincèrement. Waouh! Il y a un an, j'allais jouer souvent, c'était à Marseille. Et, bon, il y avait une guerre, c'est commencé, hein, Marseille-Monaco. Ouais. Guerre, ça a toujours été Bah, comme ça. quand ils essayaient pas d'acheter vos joueurs, ouais, c'est sûr que c'était en plus la guéguerre, Voilà. C'est ça. Mais, mais même à Marseille, j'ai pas vécu ça. Sincèrement, je vais pas me mentir. En France, moi, je n'ai pas vécu de gros trucs racistes. Si, un épisode à Metz, celle-là, elle est incroyable aussi. Quand je jouais à Metz, pendant le match, à chaque fois, il y a un mec, oh le nègre, dégage, oh le nègre, rentre chez toi, ah, faut le camp chez toi. À chaque fois, je touchais le ballon. Et chaque fois comme ça, le mec, il me traitait de sale nègre et tout. Je me suis dit, punaise, c'est pas possible. Le président, il cherche, tout le monde est. Et je dis au président à un moment donné, je dis, président, c'est pas possible, hein, ça va pas continuer, monsieur Molinari. Président, écoutez, à chaque fois, ça nègre, dis-lui qu'on va le prouver, on va le prouver, t'inquiète. Attends, c'était dans le public, hein? C'est un Bon, spectateur, hein, Michel, tu avais pas ah, compris, c'est un non, spectateur. j'avais pas compris. Ah, c'est un spectateur, d'accord. Je pensais que c'était un de tes adversaires sur le terrain. Non, 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 j'ai jamais vécu ça avec un adversaire. D'accord. C'était un spectateur hein, qui faisait ça. Mais là où c'est terrible, c'est que quand il chope le mec, moi, tous les matins, en fait, je passais toujours dans le même café en allant à l'entraînement, je passais dans le même café, je prenais mon petit déjeuner, tranquillement, là, et je jouais un petit peu au flipper et au baby-foot, avec le même mec tous les jours. Non, Et c'est ce même mec pas qui me Non. traite retour au stade. Incroyable. bien, c'est un psychopathe, le mec. Un truc de Un fou. Et quand ils l'ont attrapé, on m'a appelé, on m'a dit, Luc, viens voir, on a trouvé ton gars. J'ai dit, non, vous vous trompez. Il dit, non, non, ouais, c'est pas lui, salopard. J'ai regardé le mec, je lui ai dit, j'ai dit, mais donne-moi une seule raison qui te pousse à faire ça. ouais. Il dit, non, mais bon, moi, je suis comme ça, j'ai pas de noir dans mon village. J'ai dit, ben, c'est bien. Et alors? L'excuse Vraiment un argument débile. l'excuse la plus mauvaise du monde, ouais. J'étais en face de toi, pourquoi tu me traites pas de négro quand tu es en face? Donc voilà, c'était la seule fois où j'ai vraiment vécu le racisme dans un stade aussi, voilà. Mais pas avec les joueurs. Honnêtement, aucun des joueurs, j'ai jamais eu affaire à un mec, un joueur qui me traite de nègre, sale nègre ou je sais pas, peu importe. Jamais. Franchement, jamais. Non, parce qu'on en avait parlé, sur un de nos épisodes, maintenant j'essaie de me rappeler, je crois que c'était avec Jocelyn Angloma. Bon, Franck Sylvestre aussi qui disait que son papa lui avait dit, qu'il faudrait Mmh. qu'il soit 2 fois meilleur qu'un blanc, pour percer dans le foot. Ouais, tu es d'accord avec ça? Oui, ça, on nous le disait souvent. Ouais. On nous le disait souvent, mais bon, malheureusement,
Pour moi, il n'y a pas de solution à ça, quoi. C'est pas, on peut pas épiloguer, on peut faire ce qu'on veut, on peut en parler tout ce que tu veux. Il n'y a pas de solution à ça. Il n'y a pas de solution. J'ai fait une émission il n'y a pas longtemps sur la scène, justement, sur le racisme. Et on évoquait des bananes qui étaient envoyées, notamment à Marseille, sur Joseph-Antoine Bell, Ouais. quand il venait, ou alors les cris de singe. À Strasbourg, quand j'étais plus jeune, à Strasbourg, alors qu'il y avait des noirs dans l'équipe de Strasbourg et j'en parle souvent sur le podcast, mais c'était de la schizophrénie pure. C'est-à-dire qu'on supportait, enfin moi j'ai jamais fait Ouais, des c'est cris, hein, clair. Ou mais attention. mais c'est-à-dire que les fans, faisaient des bruits de singe quand, les noirs de l'équipe adverse, touchaient le ballon, mais évidemment ils le faisaient pas pour les joueurs de leur équipe, mais il y avait cette espèce de schizophrénie où voilà, tu pouvais supporter les noirs de ton équipe, mais être raciste avec ceux de l'équipe adverse. C'est dingue. Ouais, mais comme ça, tu vois, moi, je suis désolé, si on est tout comme ça, moi, je m'en prends à mes coéquipiers, en fait. Je m'en prends à mes coéquipiers, parce que bon, voilà. Je suis avec toi, je suis noir, Mmh. et toi, tu insultes les noirs d'en face. Tu vois? Ouais, bien sûr. C'est à ces gens-là que j'en veux quelque chose. Parce que les couillons, il y en aura toujours, hein. Ouais, Ça, c'est Ouais. tu sûr. peux, moi, j'ai toujours dit, tu pourras pas éradiquer ça, hein. Les racismes, les stades, les machins, tu pourras pas éradiquer. Je suis désolé, hein, je parle, je suis pas optimiste, mais Mais tu es pas depuis le très temps, optimiste. Donc, je crois toujours que l'éducation peut être, quelque part un sauveur de ce genre de cas, mais tu es vraiment, pessimiste, hein, en fait, Luc, sur ce sujet-là. oh oui, parce que mais depuis le temps que ça dure, Mmh. j'en ai marre. On m'a cité tellement de solutions, on m'a cité tellement de moyens, il n'y a rien qui se fait. C'est insupportable. Et tu peux Ouais. pas en vouloir, par exemple en France, tu peux pas en vouloir à la Ligue, tu peux pas en vouloir au club. C'est comme ça, ils peuvent pas savoir, eux. Alors, on dit, ouais, il faut arrêter le match. Mais pourquoi on va arrêter le match? On va donner raison à ces clients qui viennent. Si tu arrêtes le match, ça veut dire qu'eux, ils ont raison. Ils font ce qu'ils veulent. Il faut pas arrêter le match. Il faut que celui qui est traité de tous les noms, là, ben, qu'il continue et qu'il montre sa fierté de faire partie de son club. Et basta. Ouais, mais C'est alors pas ça, grave. j'ai l'impression que c'est plus votre génération Ouais, de dur à cuire. J'ai ouais, c'est l'impression que clair. la Ouais. génération actuelle, elle est quand même un peu plus, Un peu moins un bienveillante. peu plus elle est plus en phase avec ses émotions, on va dire. Mais pour revenir à ton exemple à toi, c'est vrai que c'est Ouais. désespérant parce que toi, tu as un mec avec lequel tu joues au flipper tous les jours, tu vas prendre un café avec lui, donc au final, il voit que vous êtes pareils, quoi. Vous êtes 2 humains et pourtant Et le mec sur le terrain te traite de tous les noms. Alors qu'en plus, tu joues pour son équipe. Il y a 0 logique. j'étais abasourdi. J'ai dit, c'est pas possible. Je regardais le mec, quoi, je dis, là, c'est pas lui, c'est pas possible. Ils m'ont dit, oui, oui, c'est lui, il me regarde, oui, oui, c'est moi. Mais bon, il fallait pas qu'il le lâche, hein, parce que je crois que j'allais devenir fou ce jour-là. Mmh. Bah, c'est presque une trahison. Ouais. Le football, c'est une des choses qui m'a fait le plus mal au cœur, sincèrement. Ça m'avait brisé pendant un moment de me dire que j'étais avec ce mec-là tous les matins. C'est incroyable comme histoire, hein. Fou, hein. Quand j'ai raconté ça, je sais plus sur quelle télé j'ai parlé de ça, et ils m'ont dit, c'est pas possible. Et c'est vrai. Ouais. C'est bien vrai. Franck Silmès nous racontait que lui, il se faisait effectivement traiter un peu, enfin, pas un peu, par les joueurs de manière raciste pour le faire dégoupiller un petit peu et que lui, ça lui passait au-dessus de la tête, et qu'il faisait pas vraiment gaffe. Toi, c'était pareil sur les terrains? Ouais, franchement, je faisais pas attention à ça. Je faisais pas attention à ça parce que le problème, c'est que si tu y fais attention ou si tu veux répondre à ces gens-là, c'est toi qui vas sauver en fait. Tu seras toujours perdant. Tu seras toujours perdant. Donc voilà, faut laisser pisser et puis continuer à jouer et rester concentré sur ce que tu fais, tu vois. C'est facile à dire comme ça, hein, Bien mais sûr. Ouais. C'est pour moi, c'était la manière de m'en sortir parce que regarde, tu vas te prendre la tête avec un. Ok, il va se calmer, c'est l'autre à côté qui va prendre le relais. Après, ça va être un autre. Après, ça va être un autre. Donc, le seul fait de leur dire, qu'ils voient que toi, tu es malheureux, ils vont insister là-dessus et ils vont grandir. Et toi, tu t'en sortiras jamais. Tu t'en Ouais. sortiras mais jamais. mais ce qui est intéressant, sur ta génération et on avait aussi le même exemple avec, Gérard Janvion. On a posé exactement la même question et il a répondu exactement de la même manière et après on s'est rendu compte que c'était un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on lui a posé la même question à Gérard en disant: «Est-ce que tu as été victime du racisme? Est-ce que les joueurs, adverses?» En première instance, il dit non.
Après, on creuse un petit peu et on lui dit, mais il y a aucun joueur qui t'a traité de tous les noms dans le match. Il dit, ah oui, si, mais ça, je faisais pas attention. Et, et, Ouais. et en fait, de votre génération, il y a non pas cette acceptation, mais le fait que ce genre de comportement presque quotidien et banal, vous les éludiez et vous en faisiez plutôt une force qu'autre chose, à tel point que vous les occultiez quelque part. Et je pense que, comme disait Michel, la nouvelle génération, elle est pas d'accord pour occulter ça et pour accepter même dans un terrain que un autre joueur ait un comportement, ait des mots racistes. Enfin, moi, en tout cas, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, c'est que je disais, OK, je l'ignorais, le mec. Mais par contre, si j'avais une occasion de l'attraper, je l'attrapais. D'accord. Ah ouais, ah oui. Il tenait à moi de répondre, mais il savait pas pourquoi. Ben oui, comme tu es raciste, ben voilà, moi, je te mettais ce qu'il fallait te mettre. Et puis voilà, Mmh. terminé. C'était encore mieux, ça. Ouais, Ouais. Ça, le compte était réglé. c'était la punition. Mais alors, une question qui m'intéresse beaucoup, c'est que j'imagine que certains des joueurs que tu as attrapés, tu devais les retrouver ensuite en équipe de France? En équipe de France, écoute, j'ai eu une histoire un jour avec Canto, mais je ne suis pas allé très loin, en fait, c'est parce que bon, on avait joué Monaco contre Auxerre, je me rappellerai toujours à Monaco. Et Canto, je me rappelle, un provocateur qu'il est, Canto. Avec Basile Boli, je me prenais un petit peu, on était en équipe de France ensemble. Et moi, Arsène Wenger, il m'avait dit, écoute, tu vas me prendre Eric Cantona, parce qu'Eric, il avait du ballon, hein. Tu vas me prendre Eric Cantona comment dirais-je, en duel. Individuel? Ouais. Et bon, moi, je prends Eric Cantona, je le suis partout, mais lui, il est agacé, Eric. À un moment donné, il dit, mais lâche-moi un peu, c'est bon, hein. Non, 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 moi, je suis là pour m'occuper de toi, j'ai rien à foutre. Moi, je te lâche pas, je suis là pour. Et à un moment, il se tourne vers Basile Boli et il dit à Baz, il dit, Baz, écoute, dis à ton copain qu'il arrête, je vais le fracasser. C'est lui qui l'arrête. Du canto, quoi, hein. Ouais. Eric. Moi, j'entends ça, je suis à côté de lui. Et je lui dis, mais pourquoi tu le dis à Baz? Pourquoi tu ne le dis pas direct? Mais ce jour-là, il s'est rien passé dans le match. Donc, après le match, quand on rentre dans le tunnel, comme ça, bon, Ouais, je pense que Basile a dû essayer de te mettre un coup de tête dans le tunnel, non? Apparemment, il le faisait, assez on a eu déjà 2 ou 3 incidents qui nous ont été racontés où c'était un peu sa spécialité. part, hein, Ouais, je me mettais à côté. Mais Kanto, il était fâché à la fin du match. Dieu merci, bon, ça s'est arrangé, quoi. On est sorti un peu comme ça, hein. Ça s'est arrangé, mais c'est évident que de notre époque, par contre, oui, il y avait pas mal de petits comptes à régler comme ça. Punaise, il y a eu des matchs où c'était particulièrement chaud. J'ai eu un truc avec Chris Waddle, qui était un joueur magnifique également. Nous, on avait Glenn Hoddle, qui était à ouais. Monaco, hein, qui dit, Glenn Hoddle, Marc Atlet, ouais. et Marc Atlé, et on avait Waddle. Waddle, un jour, on joue à la maison et c'est chaud, c'était toujours chaud, Monaco. Et Chris, à un moment, il marque et il passe devant moi et il me fait comme ça. Genre, il se Ouais, fout de moi. c'est Bon, il est à la haine, hein. ouais, Et donc, forcément. et j'avais qu'une idée en tête, c'est que lui, il termine pas le match. Waouh, tu voulais le blesser carrément? J'ai dit, je veux pas qu'il termine le match, j'avais que ça dans la tête, j'avais les boules. Donc, à un moment, je lui mets un gros tacle sur le côté là-bas et il se relève et il vient me voir. S'il voulait me taper, tout ça. Enfin bref, c'est parti en pugilat comme d'habitude. Et ce qui m'avait marqué, c'est qu'à la fin du match, il est venu me voir et il m'a dit en anglais, tu peux me taper comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux, je serai toujours plus fort que toi. Waouh, Ça, c'était très, 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 très vexant. C'était très vexant. Mais il avait raison. C'était un meilleur joueur que moi. Et moi, je suis resté sur le fait que oui, mais de toute façon, je t'ai tapé, t'es sorti, je t'ai mis le tacle qu'il fallait, t'es sorti, et puis voilà, quoi. Il y en a bah, alors parti des. c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on entend un défenseur qui admet qu'il y avait quand même une volonté de blesser. Ouais, là, j'étais colère. J'étais vraiment en colère. Je dirais pas que je voulais lui casser la jambe ou quoi que ce soit, hein. Là, tu voulais lui faire mal, ça c'est sûr.
Voilà, je voulais juste faire mal et lui montrer que non, tu te fous pas de ma gueule, en gros. Ouais, mais il a quand même réagi comme un seigneur, hein. Enfin, si je Ouais, peux me permettre. il avait la classe, ce mec-là. C'était un joueur fantastique. Il avait beaucoup de classe. Beaucoup de classe. C'était vraiment un monsieur. Vraiment un monsieur. Alors justement, peut-être quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est ta transition à comment tu es passé d'attaquant à défenseur? Comment ça s'est fait cette transition? Ah, c'est bien, c'est bien. Alors, ça s'est passé à Metz. À Metz, j'étais attaquant. Et à l'époque, il y avait oh là là, il y avait des mecs assez connus, hein. Il y a Didier Six qui était arrivé, il y avait Philippe Redon, il y avait Sinaïgel, il y avait Casper Jacques, enfin, il y avait du monde, tu vois. Et moi, j'étais jeune. Et on me faisait jouer tout le temps devant. Et un jour, l'entraîneur, qui était Henri Kasperzak, avec qui j'avais joué un petit peu, Henri, il vient me voir, il m'a dit, Luc, écoute, je peux te faire jouer devant parce que tous les attaquants sont là et je peux plus te faire jouer. Alors, il me dit, bon, ben, tu vas aller avec la réserve ou tu vas être à ça. Et moi, je lui dis, je dis, mais monsieur, comme ça, je dis, mais monsieur, je peux jouer ailleurs, hein. Si vous voulez pas me mettre attaquant, vous dire, tu m'as envie de jouer. Dis-moi, je peux jouer ailleurs, hein. Il me dit, ah, on va voir, on va voir, on va voir. On est à l'entraînement et il y a Sinaïgel qui se blesse dans la semaine. Et un Kasperza qui me dit, il vient me voir, il me dit, Luc, j'ai une idée. Je dis, ah bon, dites-moi, il n'y a pas de souci, moi, tu vas jouer samedi prochain, mais tu vas jouer milieu de terrain. Je dis, d'accord. Avec Philippe Pierre et, comment il s'appelle, Vincent Boitigliano. Oui, mais je joue au milieu de terrain. Il me dit, oui, numéro 6 devant la tête. D'accord. Je savais même pas ce que j'allais faire, hein, je comprenais rien. C'est marrant parce que ça rappelle un peu Janvion. Janvion, Gérard, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Vas-y, je t'en prie, continue. Ouais, c'est la même chose. C'est mon idole, Jean-Bien, il faut savoir. On adore. Et, Gérard, on adore. Nous, honnêtement, c'est vraiment, on est Ouais, des énorme, gros fans de énorme, Gérard. énorme fan. Et il est incroyable. Il est incroyable. mon idole. Et donc, ils me mettent au milieu de terrain. Ça se passe bien. La semaine d'après, on va à Saint-Étienne. Il y a un certain Michel Platini. Jamais entendu parler. Et là, il vient me voir. Luc, tu vas jouer à Saint-Étienne, mais par contre, je vais pas te voir dans le match. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Tu vas jouer et tu veux pas me voir dans le match. Je comprends pas bien ce qu'il me dit. En gros, il voulait me dire, tu vas prendre un individuel Michel Platini et tu le lâches pas. Donc, tu vois, je passe d'ailier à numéro 8, numéro 6, à être un chien de garde. Et je courais après Platini partout. Je le lâchais pas. Et quand il a vu que j'avais quelques qualités défensives, ben, vous savez quand est-ce que j'ai commencé à jouer vraiment latéral? Non. C'est à la finale de la Coupe de France en 84 Ah, ok. contre, je suis remplaçant. Et il y avait que 2 remplaçants à cette époque-là sur le banc. D'accord. Et comment il s'appelle? Philippe Tis, qui était titulaire latéral droit à Metz à cette époque, se brise la cheville, le péroné. Kasperzak, qui se lève, il me regarde, et il regarde à côté sur Davis, je sais plus qui était là, et il dit, Luc, va t'échauffer. Et moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il va me faire? Finale de Coupe de France, il veut que je rentre latéral contre Bruno Bellone. Et je suis mort, c'est fini, moi. Ouais, Je suis mort. Lucky Luke. Et je rentre, je fais un super match. En Bruno, je ne le lâche pas. Je ne le lâche pas, je le prends, et on gagne cette Coupe de France. Et voilà comment Monaco s'est intéressé à moi pour que je vienne jouer à Monaco comme latéral. C'est fou. Ah, c'est fou. Ouais. Mais c'est marrant quand même que tous ces joueurs des Antilles qui étaient attaquants de formation, qui se sont tous retrouvés défenseurs. Parce que Marius Trésor, il commence aussi comme attaquant. Angloma, il commence comme attaquant. Janvion, il commence comme attaquant. Toi, pareil. Et c'est marrant quand même qu'il y a cette espèce de tradition, quoi, d'attaquants qui ensuite sont reconvertis en défenseurs. À ton avis, c'est dû à quoi? Je pense que les Antillais, on a toujours eu cette faculté à pouvoir être polyvalent. Ouais, Pourquoi? Parce que quand, ouais, même aux Antilles, on n'avait pas de poste particulier. On courait partout, on jouait partout. Et je pense que ça nous a aidés, en fait. Ouais, les petits matchs qu'on faisait, on appelle ça les matchs bois-bois, là, chez nous, au pays. On jouait, on faisait 2 équipes de 10 et on jouait partout. Donc, je pense que ça a aidé sur le fait que on a réussi à s'adapter à d'autres postes. Puis on voulait jouer. À Guadeloupe, quand tu quittais la Martinique, c'était pas pour venir t'asseoir sur un banc.
On Ouais. voulait jouer. Donc, tu acceptes tous les postes. Et pour ça, il faut que tu travailles. Pour ça, il faut que tu t'adaptes. Pour ça, il faut que tu travailles sur des différents postes de manière à quand on t'appelle, voilà, tu vas partir. Vous savez, quand mon fils est allé, je crois qu'il avait un tournoi avec Lyon, je crois, un tournoi de jeunes. Et à un moment, il vient me voir et me dit, ah, papa, ils veulent me faire jouer latéral. Je dis, c'est normal, il pense à moi, donc c'est mon fils. Il dit, bon, ben, lui, il joue latéral. Il dit, ouais, mais moi, je peux pas. Je dis, écoute-moi. Pareil, je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, écoute, tu veux jouer au foot, tu veux pas jouer au foot. Oui, je veux jouer au foot. Je dis, tu écoutes ce qu'on te dit, tu joues, on te dit de jouer. Si tu échoues, c'est pas grave, tu iras avoir retourné à ton poste de prédilection et tu peux être bon là. Voilà, Ouais. c'est la même éducation que je lui ai donnée. Je dis, accepte tout ce qu'on te donne. Ne refuse pas au football. Surtout aujourd'hui, c'est encore pire, hein. Il y a tellement de Ouais. talent que la moindre petite brèche qu'on peut te filer, il faut la prendre. Faut pas hésiter. C'est comme, J'ai un peu l'impression que maintenant il y a comme une hyper spécialisation assez rapide. Est-ce que je me trompe au niveau du poste? oh, je sais pas. Mais franchement, je sais pas. Non, je trouve pas que ça soit pire qu'avant, hein. D'accord. OK, bah, c'est vraiment l'impression que j'ai de vue de l'extérieur. Non, mais Oui, en que revanche, je trouve que sur le poste de latéral, fin des années 70, début des années 80, c'est là où on trouve de nouveaux profils. Gérard Janvion, Maxime Bossis, toi, c'est-à-dire des profils qui sont bien sûr défensifs, mais qui ont d'autres qualités techniques et de vitesse. Et c'est vraiment le poste de latéral qui commence à se constituer dans cette période-là, et sur des profils où les entraîneurs testent. Et je pense que c'est plutôt ça, à mon avis, qui joue dans ce contexte. Il y avait un Patrick Battiston, il y avait Touvenel, William Ayache, un Bros, oh là là, c'était. Moi, aujourd'hui, j'entends parler piston, 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 ouais, Mmh. piston. Si ça avait été inventé là, le piston, il a été créé par Amros et Ayache. Ouais, ouais, Quand tu ou exactement. demandes même par Janvion, hein, c'est un peu le pionnier. tous ces gens-là. Ouais, ouais. Donc, Exactement. aujourd'hui, le piston, il n'a pas été inventé là, hein. Gérard, qui est pour moi le précurseur du coup. Gérard, c'est le top. Moi, quand je le voyais jouer, je rêvais. C'est ton idole quand tu es jeune? Si tu vois un joueur tu te dis: «J'ai envie d'être lui», c'était Janvion? Gérard Jean, oui. Et après, Mania Mons. D'accord. Ah Mmh. bah, c'est marrant parce que vous jouez ensemble, vous jouez ensemble à Monaco à un moment, non? Ah ouais, c'était mon kiff, ça. Je regardais tout ce qu'il faisait. Juste avant qu'on parle de Monaco et bien sûr de tes 2 grands moments, j'imagine, à Metz, là, la coupe de France et le match contre Barcelone. Tu as ce match, en équipe scolaire qui, Oui, d'après ce que j'ai vu, est un de tes plus beaux moments. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe? à, à Wembley, tu parles. Ouais, c'est ça. Ouais, contre l'Angleterre. Ouais, incroyable. Équipe de France, je crois qu'en attaque, on avait Paganelli, Ferreri et moi. Moi, je jouais à droite et on perd, je crois, on perd 3-2 à Wembley, hein, fantastique. À cet âge-là, jouer à Wembley, franchement, j'ai encore la médaille à la maison, j'ai la petite statue, c'est fantastique. Et je marque le 3-3, en fait. On perd 3-2, je mets le dernier but, 3-3, et ça m'a marqué vraiment. Je crois que c'est un des seuls maillots que j'ai gardé. Waouh! Et ouais, 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 parce que ça m'avait marqué, vraiment, ça m'avait marqué de marquer à Wembley. Chaque fois que j'entends parler de stade, je suis fou, quoi. Ah, Et, surtout que c'est l'ancien Wembley, hein, pas celui qui a été ouais, refait, mais déjà très connu, quoi. Oh, punaise. Ah ouais, ça, tu me rappelles un moment fantastique. Vraiment. ouais, bah, de 65 000 personnes, tu avais quoi, 14-15 ans? Ça doit être incroyable. 15 ans, ouais. Paganelli, qui était la star de l'époque, c'était la star des stars. Il en avait mis deux au show aussi. Il y avait Ferreri qui était là, et Daniel Bravo, moi, toute cette jeune génération-là, c'était fantastique. Vraiment magnifique. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui ont percé en équipe de France A, ce qui est quand même assez rare finalement. Ouais, c'est vrai, hein. Il y avait deux, trois joueurs de talent, notamment un gardien aussi, des gardiens. Il y avait un joueur qui s'appelait André Blanc. Il avait même été capitaine au niveau des scolaires. Ce garçon-là jouait à Lens. Et après, il a disparu. Il a pas fait carrière, comme quoi, hein. On peut être très bon jeune, et puis au fur et à mesure que l'on grandit, ben, ça s'écarte, quoi. C'est comme ça, hein. Il avait peut-être pas eu la chance de s'être fait casser la gueule, devant l'école. Ouais, c'est pas seulement se casser la gueule, ils vont casser les côtes. Ah ouais, d'accord. Il y a pas seulement être tout nu dans la neige, il y a aussi les côtes pétées.
Ouais, c'est pas du tout le même. Je parlais de ça vaguement, mais c'est tout marquant. Hein, Ah, j'imagine. Ah, je suis désolé si je me Ah permets de non, faire une non, blague dessus. non, non, on me le répète tout le temps, ça. T'inquiète pas. Quand tu pars de Sedan, que tu vas à Metz, tu as d'autres offres? Quand je pars de Sedan pour aller à Metz, il n'y a que Metz qui Ouais, me veut. d'accord. Comme je t'ai dit précédemment, j'ai fait 8 Ouais. clubs, Je veux 8 dire, essais. quand tu signes pro, pardon, je veux dire quand tu signes pro, est-ce qu'il y a d'autres clubs? Parce qu'il me semblait que tu avais le Stade Français qui était intéressé? Ça, c'est une bonne anecdote. Mais j'étais déjà à Metz. J'avais déjà fait D'accord, 1 an à Metz. Et, mon frère jouait au Stade Français en deuxième division. Et donc, moi, je voulais absolument jouer avec mon frère, Philippe. Donc, je vais voir le président qui était là. C'était Monsieur Dumartin, en fait. C'était pas Monsieur Molinari encore. Je vais voir le Dumartin et je lui dis, Monsieur, moi, je veux partir. Dumartin, il s'en foutait un peu, hein, lui. C'était pas comme, il m'a pas demandé pourquoi tu veux pas partir, tu veux partir, rien du tout. Il me dit, ben, vois ça avec le directeur sportif. Je sais pas. Donc, je vais voir, je dis, moi, je veux partir, je vais aller jouer avec mon frère. Et il dit, mais pourquoi tu veux aller jouer? Je dis, parce que je joue pas ici, je veux jouer avec mon frère. Ah, il dit, bon, d'accord, écoute, on va voir ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Je dis, oui, je sais, mais bon, je veux pas rester ici, je vais jouer. Et on est là, et 2, 3 jours, on discute comme ça. Il y avait un restaurant en bas du stade à Saint-Symphorien, et 2, 3 rendez-vous comme ça. Et un jour, je suis sur le point de concrétiser, en fait, de signer un prêt d'1 an avec le Stade français. Tout content, parce que j'allais jouer avec mon frère et voilà, parce que j'allais jouer régulièrement, même si c'était en Ligue 2, c'était pas en Ligue 1. Et je m'en foutais. Je voulais juste jouer au ballon. Et Moïse arrive, il arrive. Et il me voit assis avec les gens du Stade français et tout ça. Il n'était pas encore président, Carlo Molinari. Et il me voit parler avec les gens. Il vient me voir, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais, petit? Je dis, ben là, je suis en train de signer, là, je vais signer, je vais partir au Stade français. Je vais aller jouer avec mon frère en deuxième division. Il me dit, non, non, non. Je dis, pourquoi non? Il dit, écoute, dans 2 mois, ce club, c'est à moi. Je serai président de ce club. Il est hors de question que tu partes. Reste là et tu verras que moi, je vais t'aider. Oh, j'ai dit, punaise, comment je fais? Du coup, le mec de Metz avec qui j'ai fait, il comprend, il dit, ben, écoutez, on annule tout, lui qui part plus, lui qui reste là. Le président de Stade français, il me dit, mais Luc, c'est quoi ça? C'est pas moi, monsieur, c'est pas moi qui décide, je ouais. peux pas. Et moi, il arrive ici. Il arrive, il me met capitaine. Waouh! Capitaine de l'équipe 20 1 ou de l'équipe, tu as quel âge? 20 ans? J'ai 21 ans même. 21 ans, waouh! Et moi, même moi, je tombe des nues. Hein. C'est-à-dire qu'il réunit tout le vestiaire, on est là. Il y avait des mecs, Didier Six qui était arrivé, il y avait Diabo, Cheikh Diallo, tout ça. Et il me donne le brassard. Il fait la réunion, il dit, c'est Luc Sonor, c'est Luc le capitaine, c'est fait. Waouh! Tous les mecs, ils regardent parce qu'il y avait des plus vieux que moi, hein, il y avait des anciens pros. Ils regardent, ils disent, putain, lui capitaine, c'est un jeune. Ça, le président, il dit, c'est comme ça. C'est Luc le capitaine. Et c'est pour vous dire pourquoi je l'aime, ce monsieur, c'est que il a voulu me faire rester, mais il m'a prouvé qu'il allait se fier sur moi, quoi. Il allait m'aider à avancer. Je passe des années avec lui. On gagne la Gambardella, déjà. Ça, c'est un truc qu'on a oublié. C'est la première fois qu'on va se gagner la Gambardella. On gagne la Coupe Gambardella. Je gagne la Coupe de France. Je fais le truc avec Barcelone. Donc, j'ai une histoire juste sensationnelle avec Metz, que j'adore encore jusqu'à aujourd'hui. Et un jour, le président, il vient nous voir, Jules Bocandé et moi, et il nous dit, bon, les gars, vous allez partir. Juste après la Coupe de France, 1 an après, vous devez partir. Je vous jure, c'est vrai ce que je vais vous raconter. On s'est mis à pleurer. Rien? Ah ouais? On voulait pas partir. Ah d'accord. Mais avant qu'ils nous disent dans quel club on allait partir, on voulait pas partir. On s'est mis à pleurer. On a dit, président, vous allez pas nous faire ça. Nous, on est bien ici, on est heureux. Et c'est vrai. J'étais heureux à Metz, il pareil, on était vraiment heureux. Et le président, il dit, les gars, j'ai besoin d'argent. Vous êtes les deux seuls là qui pouvaient me ramener des sous, j'ai besoin d'argent. Il me dit, Luc, t'as le Racing, t'as le PSG, t'as Bordeaux, t'as Monaco, t'as Lyon, t'as Strasbourg. Il faut que tu partes. Moi, je dis, non, je ne vais pas partir, je suis heureux Ouais, ici. Et le président me dit, mais tu vas gagner beaucoup plus, ça va être beaucoup mieux. Et c'est là où
je reviens à ce qu'on parlait tout à l'heure de ce qu'on était avant. On pensait pas à l'argent. On pensait pas à l'argent à ce moment-là. C'était juste, voilà quoi, on se fait plaisir, on est ensemble, on avait gagné tellement de belles choses ensemble qu'on voulait rester ensemble tous les cinq, quoi. On voulait pas partir. Et malheureusement, le surlendemain, le président il convoque Jules, il lui dit, bon Jules, toi tu vas partir au Paris Saint-Germain, pas le choix. Bon, il te veut, tu dois partir. Jules part au Paris Saint-Germain. Et il arrive, mon tour. Mon papa est là encore. Et le président me dit, Luc, tu as aussi le Paris Saint-Germain et le Racing. Qu'est-ce que tu choisis? Mon père, il dit ni l'un ni l'autre. Comment ça? Mon père, il dit ni l'un ni l'autre. Il est hors de question que mon fils aille à Paris. Waouh, Hors de... ok. Mais pourquoi? Pourquoi? Ben parce que j'étais un fêtard. Ah d'accord. Non, on n'avait pas Ok. vu cette dimension-là Ouais, autour ça, de l'arbre entière, là. on l'a pas Ah, encore mais c'est abordé vrai qu'on ça. n'avait pas compris ce côté luxonore, le débauché. Mais bon, après, on va rentrer dans les détails après. Ah non, on était des fêtards. Sincèrement, on sortait beaucoup. Bah, Bocandé était connu comme étant un gros fêtard, mais toi, je savais pas que c'était Oui. aussi ton cas. Avec Jules, ouais, toute la bande là, on sortait beaucoup. Et donc mon père, il a dit hors de question que mon fils, il aille à Paris. Hors de question. Enfin, Monaco derrière, c'est pas non plus la ville la plus calme au niveau des soirées quand même. Ouais, mais t'es extrême. Tu sais, t'as l'impression que t'es là à Monaco, mais il y a des caméras partout déjà. Donc, tu fais pas toujours ce que tu veux. Une autre anecdote d'ailleurs, donc moi, du coup, on décide de m'envoyer à Monaco. Pas mécontent, hein, très heureux. Ouais. Euh, Tu retrouves le soleil déjà, ouais. ouais. Mais surtout, ce qui est formidable, c'est que on joue le premier match, je crois, c'était Lille, je crois, on gagne à la maison 2-0. Tous les nouveaux. Et bon, moi, je sors le soir. Je vais en boîte à Monaco, comme deux, trois joueurs, deux, trois autres joueurs, tu vois. Pour nous, on est là, on fait la fête, on est content, on a gagné pour les matchs et tout. Et le lendemain matin, le président, il monte des crassages. Monsieur comme moi. Et il vient, il dit, Luc, tu peux venir nous voir, s'il te plaît? Je dis, oui, d'accord. Moi, je comprends pas ce qui m'arrive. Déjà, j'arrive dans ce club-là, t'as que des internationaux, moi, je suis personne. Comme ça, tu te dis, merde, qu'est-ce qui se passe? D'entrée, je vais le voir, il me dit, écoute, ici, c'est pas Metz. Je sais où tu étais hier soir. Je sais que tu as fait la fête hier soir. Je dis, oui, mais président, on a gagné. Il dit, non, ici, à Monaco, ça marche pas comme ça. Waouh. Il dit, ça marche pas comme ça. Il a dit, ici, c'est pas la même vie que tu auras. Tu as tout ce que tu veux ici, mais par contre, l'histoire de sortir, les soirées nocturnes, tout ça, on en route pas. Je suis tombé là. Ouais. Et ça m'a un peu refroidi. Ça m'avait un peu refroidi. En plus, quand j'arrive la première année, je tombe sur Stéphane Kovacs. Il a pas laissé une impression, mémorable à Monaco, hein, Kovacs. Mais le pauvre, il était âgé, donc il avait du mal. Il était il a un petit peu de mal à suivre le cours des événements, tu vois. Et c'est normal, on lui en veut pas. Et on part en stage à côté d'Annecy et celle-là, elle est terrible. On est sur le terrain, il y avait beaucoup de joueurs, il y avait beaucoup de monde sur le terrain et d'un coup, le gars, il m'appelle, c'est Kovacs, c'était en son âme, hein. Il m'appelle et il dit, l'intendant là-bas, Oh non. sort du terrain. Il me dit à moi. Oh non. Oh non. Waouh. Et je regarde et je dis, moi? Il dit, oui, toi, qu'est-ce que tu fais sur le terrain? Je dis, ben, je me prépare. Il dit, non, 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 c'est fini, maintenant c'est les joueurs qui restent Ah là. là. Ah, ce Waouh. jour-là, j'étais au bout de ma vie. J'ai dit, c'est pas Ouais, pour le magasinier. Donc, je vous laisse imaginer, hein. Est-ce que s'il te prend pour le magasinier, ou c'est quoi la route cause? C'est parce que tu étais habillé comme un magasinier, ou parce que c'est ta couleur de peau, ou c'est il sucre un peu les fraises? C'est quoi le... J'étais habillé comme les autres. À part que nous, le magasinier, l'intendant, tout ça, ils avaient les mêmes survêtements, si tu veux. D'accord.
Moi, d'entrée, il a décidé que j'étais Donc, le mec, il m'a dit, voilà quoi. Ah non, j'ai eu la honte de ma vie. Et je vous assure, c'est vrai, ça aussi. Je suis rentré à la maison, j'ai appelé Carlo Molinari à Metz. J'ai dit, président, s'il vous plaît, je veux revenir à la maison. Waouh, Je veux pas rester. carrément. Il m'a sauvé. Heureusement qu'il était là. Un jour, je reçois un coup de fil d'Arsène Wenger. Voilà, j'étais à Monaco parce qu'Arsène, on s'était connus. Lui, il était à Nancy, moi à Metz. Tu vois. Et Arsène, il m'appelle et il me dit, Luc, j'ai entendu dire que tu voulais quitter Monaco. Je dis, ouais, j'en ai marre d'ici, personne ne me reconnaît. On me fait pas jouer à mon poste, Metz, il me fait juste stopper. Moi, je suis venu pour jouer latéral. Enfin, bref, il n'y a rien qui va, je joue. Quand tu dis personne te reconnaît, c'est C'est vraiment littéralement, vrai. c'est littéralement vrai, quoi. Oui, 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 bien sûr. Et moi, je suis personne, je suis pas international, j'ai rien fait, donc les mecs, ils calculent pas, ils en ont rien à foutre, quoi. Et, et il me dit, écoute-moi, Luc, c'est pour ça que je t'appelle. Je dis, quoi? Il me dit, l'année prochaine, je signe à Monaco. Ça y Ça, c'est la est, deuxième fois que ça t'arrive. j'ai un pré-contrat, donc l'année prochaine, je signe à Monaco. Et je te veux. Donc, s'il te plaît, ne pars pas. Sois patient pendant un an, accepte les conditions et quand je viens, non seulement tu vas jouer, mais en plus tu seras international, moi confiance. Véridique, hein, ce que je vous dis. Je lui dis, mais Arsène, attends, t'es à Nancy, les choses se passent pas bien, tu veux nous faire croire que tu vas venir à Monaco. Il dit, oui, oui. Ouais, c'est vrai. Il me dit, oui, oui, je vais signer à Monaco, j'ai déjà signé un peu de contrat. Et effectivement. Et il est arrivé l'année d'après, et tout de suite, ça a été le bonheur pour moi, quoi. J'étais international, on est champion de France, la totale. Grâce à Arsène Wenger. C'est la fin de ce premier volet avec Luc Sonor. On se retrouve la semaine prochaine pour une deuxième partie qui va être passionnante. On va parler de la Coupe d'Europe avec l'incroyable exploit du FC Metz contre le FC Barcelone. On va parler bien sûr de l'époque monégasque, la finale de la Coupe des clubs, vainqueur de coupe. On va parler de l'équipe de France période Platini et plein d'autres anecdotes vraiment fantastiques avec Luc Sonor. Comme toutes les semaines, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre site web www.lepodcastdeslegendes.com où vous pouvez trouver tous nos épisodes. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre site web à notre newsletter où vous aurez en avant-première le nom des futurs invités du podcast des légendes. Et je vous rappelle, si vous voulez que nous continuions à vous proposer du contenu de qualité, s'il vous plaît, parlez du podcast des légendes autour de vous. Le bouche à oreille, c'est encore ce qu'il y a de plus efficace pour nous permettre de grandir et de continuer à faire ce que vous aimez. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des légendes. I ain't gonna make the same mistakes I did the first time around.